contradiction latente entre les deux perspectives n'a pas échappé aux commentateurs, en particulier à ceux qui se rangent parmi les plus fervents défenseurs de l'application du modèle linguistique à l'histoire. Hans Kellner la caractérise ainsi. Si le langage est irréductible, un commencement sacré, alors la liberté humaine est sacrifiée. Si les hommes sont libres de choisir leur protocole linguistique, une force plus profonde antérieure doit être opposée en principe. White soutient comme un paradoxe existentiel que les hommes sont libres et que le langage est irréductible. C'est ce même dilemme que formule David Harlan, qui, après avoir reconnu la sensibilité de White à la manière dont le langage tout ensemble constitue et dissout le sujet, rappelle d'un autre côté son profond engagement libéral et humaniste en faveur du sujet humain et de la liberté épistémologique, ce qui le conduit à rapprocher de façon quelque peu surprenante Hayden White et Pocock. Dans un article récent destiné à répondre aux objections dressées contre sa théorie tropologique du discours historique, Hayden White fait retour sur cette possible tension. L'essentiel pour lui est de marquer sa distance à l'égard de quelque déterminisme linguistique que ce soit, contre ses critiques, mais aussi peut-être contre certains de ses adeptes trop zélés. Il réaffirme que le choix entre l'une ou l'autre des stratégies argumentives et discursives est un choix fait en toute liberté et conscience. Jusqu'à ce qu'une révolution copernicienne survienne, les études historiques demeureront un domaine de recherche dans lequel le choix d'une méthode pour étudier le passé et d'un mode de discours pour écrire à son propos restera libre plutôt que contraint. Ou plus loin, même si la tropologie suppose que la figuration ne peut être évitée dans le discours, la théorie, loin d'impliquer un déterminisme linguistique, cherche à fournir le savoir nécessaire pour un libre choix entre différentes stratégies de figuration, déplacer des élaborations philosophiques aux préférences tropologiques, la liberté du sujet pensant et écrivant si chère à l'histoire intellectuelle classique est ainsi totalement sauvegardée. Demeure pourtant le problème de la compatibilité entre cette position et l'adoption d'une théorie du langage empruntée à la linguistique structurale qui repose sur deux postulats. D'une part, qu'il existe un code préalable à tout énoncé, une langue antérieure à toute parole. Le langage est lui-même dans le monde comme une chose parmi d'autres, et il est déjà chargé de contenu figuratif, tropologique et générique, avant d'être actualisé dans quelque énoncé que ce soit. D'autre part, que tout langage opère toujours à l'insu de ceux qui l'emploient, hors de leur contrôle ou de leur volonté, et produit des significations imprévues et instables. Le discours historique, comme l'énoncé métaphorique, le langage symbolique et la représentation allégorique, signifie toujours plus que ce qu'il dit littéralement, dit quelque chose d'autre que ce qu'il semble signifier, et révèle quelque chose sur le monde seulement, en masquant quelque chose d'autre. De là notre première question, est-il possible d'articuler sans grave contradiction la linguistique post-saussurienne et la liberté de l'historien comme créateur littéraire? Le statut de la rhétorique. La seconde concerne la tropologie comme théorie du discours. À plusieurs reprises, Hayden White en a indiqué les deux sources, d'un côté Vico, de l'autre Nietzsche. Son propos n'est donc pas de décrire ou manier les règles de la rhétorique classique, et ce sont, me semble-t-il, de mauvais procès que ceux qui lui reprochent de l'avoir simplifié ou trahi. Ce qui lui importe est autre chose, identifier les structures fondamentales à partir desquelles peuvent être produits tous les discours figuratifs possibles, à savoir les 4 tropes de la rhétorique classique et néoclassique. Dans la préface à Tropics of Discourse, Hayden White borne l'ère de pertinence de ce pattern of tropological prefiguration, un modèle de préfiguration anthropologique. Je revendique pour lui seulement la force d'une convention dans le discours à propos de la conscience et secondairement dans le discours à propos du discours lui-même dans la tradition culturelle occidentale. De là ces emplois récurrents chez Vico pour caractériser les étapes du processus qui fait passer de la sauvagerie à la civilisation,
chez Piaget pour qualifier les 4 moments du développement cognitif, chez Freud pour désigner les 4 mécanismes à l'œuvre dans le travail du rêve. Hayden White transforme donc en une matrice générique de la production des discours, donc des modes de compréhension, un ensemble de catégories traditionnellement restreintes à la description des figures de style. Un tel déplacement suggère que les 4 tropes fondamentaux, métaphore, métonymie, synecdoque et ironie, sont à entendre comme des catégories a priori de l'entendement occidental, puisqu'Hayden White limite à cette seule tradition culturelle occidentale leur champ de validité. Une telle perspective est explicitement formaliste. My method, in short, is formaliste, en métahistorie, postulant l'existence de structures mentales invariantes que l'on peut identifier dans les œuvres, indépendamment de leur temps et milieu de production, une fois qu'a été défini l'espace culturel qui est le leur. En ce sens, la constitution tropologique de l'imagination historique et plus généralement de toutes les opérations de figuration est totalement dissociée des formes historiques de la rhétorique, entendue comme art du discours et de la persuasion. Pourtant, Hayden White lui-même ne peut éviter la question de la relation entre l'emploi du modèle tropologique par un auteur particulier et la place occupée par la rhétorique dans sa formation intellectuelle ou la configuration de savoir qui est la sienne. Ainsi, à propos de Freud et de la théorie du rêve, je suis intéressé ici évidemment par les mécanismes que Freud identifie comme effectuant les médiations entre les contenus manifestes des rêves et les pensées latentes des rêves. Celles-ci semblent correspondre, comme Jacobson l'a suggéré, aux tropes systématisées comme catégorie de figuration dans la théorie rhétorique moderne, une théorie dont, entre parenthèses, Freud, dans la mesure où il classe les figures entre les 4 tropes que sont la métaphore, la métonymie, la synecdoque et l'ironie, a pu avoir connaissance puisqu'elle constituait une composante du curriculum des gymnasiums et collèges de son temps. Cette notation, placée entre parenthèses, me paraît refléter une certaine indécision. En effet, ou bien la structure tropologique est inhérente à l'imagination de l'homme occidental, et alors peu importe que Freud ait ou non été familiarisé avec la rhétorique classique dans son éducation, ou bien le fait est pertinent pour comprendre comment Freud déplace un modèle de compréhension d'un domaine, le discours, à un autre, le rêve. Et alors la pertinence de la caractérisation tropologique dépend beaucoup des variations du statut et de l'importance de la rhétorique dans les configurations historiques successives qui constituent la tradition occidentale. De ces deux perspectives, Hayden White semble clairement préférer la première. Pourtant, la remarque sur la formation scolaire de Freud sonne comme un doute qui réintroduit la contextualisation historique dans une systématique visant à identifier des structures génériques. D'où cette seconde question. Est-il légitime d'appliquer le modèle tropologique de la préfiguration poétique et linguistique sans tenir compte de la place fort différente selon les situations historiques de la rhétorique et sans mesurer l'écart ou la proximité des auteurs par rapport à cette modalité de codification du discours qui ne fut ni unique ni stable entre la Renaissance et le XXe siècle? Le savoir de la fiction. La critique la plus fréquente adressée à Hayden White tient à son refus d'accorder à l'histoire le statut d'une connaissance qui serait d'une autre nature que celle apportée par la fiction. D'Arnoldo Momigliano à Carlo Ginzburg, de Gabriel Spiegel à Russell Jacobi, le constat est le même en tenant l'histoire comme a form of fiction-making operation, dans Tropic of Discourse. Hayden White se fait le héros d'un relativisme absolu et fort dangereux qui dénie toute possibilité d'établir un savoir scientifique sur le passé. Ainsi désarmée, l'histoire perd toute capacité à trier entre le vrai et le faux, à dire ce qui fut, à dénoncer les falsifications et les faussaires. Héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Les citations sont nombreuses dans l'œuvre de White qui peuvent conforter une telle lecture. Pour lui, l'histoire telle que l'écrit l'historien n'est dépendante ni de la réalité du passé, ni des opérations propres à la discipline. Le choix qu'il fait d'une matrice tropologique, d'une modalité de mise en intrigue, d'une stratégie explicative est tout à fait semblable à celui du romancier. La position est réaffirmée avec force
il faut accepter l'évidence selon laquelle, lorsque l'on en vient à appréhender le document historique, il n'y a aucune raison dans le document lui-même pour préférer une manière d'interpréter sa signification aux dépens d'une autre. Il est donc tout à fait illusoire de vouloir classer ou hiérarchiser les œuvres des historiens et des philosophes de l'histoire en fonction de leur plus ou moins grande pertinence à rendre compte de la réalité passée qui est leur objet. Les seuls critères de différenciation entre eux sont purement formels et internes au discours, qu'ils tiennent à la cohérence et à la complétude du récit, ou qu'ils démontrent une conscience aiguë des diverses possibilités offertes par les modèles tropologiques et narratifs concurrents. Face à ses adversaires qui dénoncent une semblable position comme destructrice de tout savoir, Hayden White répond que considérer l'histoire comme une fiction, comme partageant avec la littérature les mêmes stratégies et procédés, n'est pas lui ôter toute valeur de connaissance, mais simplement considérer qu'elle n'a plus de régime, elle n'a pas de régime de vérité propre. En effet, le mythe et la littérature sont bien des formes de connaissance. Qui pourrait sérieusement croire que le mythe et la fiction littéraire ne se réfèrent pas au monde réel, disent des vérités à son propos et en donnent une connaissance utile. Engendré par la même matrice, le récit historique déploie le même type de connaissance que les constructions de fiction. Hayden White n'est donc pas de ceux qui opposent rhétorique et vérité. Pourtant, sa réponse laisse insatisfait. Comment, en effet, penser l'histoire sans presque jamais faire référence aux opérations propres de la discipline? Construction et traitement des données, production d'hypothèses, vérification critique des résultats, validation de la cohérence et de la plausibilité de l'interprétation. Ce qui amène ma troisième question à Hayden White. Si l'histoire produit une connaissance qui est identique à celle apportée par la fiction, ni moins ni plus, comment considérer et pourquoi perpétuer ces opérations très lourdes et exigeantes que sont la constitution d'un corpus documentaire, le contrôle des données et des hypothèses, la construction d'une interprétation? Si vraiment le discours historique ressemble à la fiction narrative, et même converge avec elle, tant par les stratégies qu'il manie pour assigner un sens aux événements que par le type de vérité auquel il a affaire, si la réalité des faits mis en intrigue n'importe pas la nature du savoir produit, l'opération historiographique n'est-elle pas temps et peine perdue? On prétend que les formalistes tels que moi, qui soutiennent que chaque objet historique peut être susceptible de plusieurs descriptions ou narrations également plausibles, nient en fait la réalité du référent, défendent un relativisme destructeur qui permet toutes les manipulations des données pour autant que le récit produit structurellement cohérent et du coup soit structurellement cohérent et du coup autorise le genre de perspective qui permet même à une version nazie de l'histoire du nazisme de revendiquer un minimum de crédibilité. Comment mieux énoncer la critique majeure faite à l'œuvre de White? À diverses reprises, il a tenté d'apporter réponse à une accusation de relativisme qui prend une gravité particulière lorsqu'elle concerne des phénomènes historiques, tels que les crimes commis par les tyrannies, ou plus encore l'Holocauste. La première réponse déjà rencontrée consiste à souligner la vérité de la fiction. Tenir le récit historique comme fiction making operation n'est pas le réduire à un simple jeu arbitraire et dérisoire, mais au contraire le considérer comme capable de la force et de la lucidité, qui sont celles des plus puissantes des œuvres d'imagination. C'est ainsi qu'il réplique à Jane Bell Villada, qui soutenait que la seule réaction du US Critical Establishment face aux dictatures brutales de l'Amérique latine était ses guerres quant à la référentialité et ses prédications énonçant que l'histoire est fiction, trope et discours. Faisant allusion au romancier sud-américain, White déclare: dirait-il, Belvedada, que leurs œuvres ne nous enseignent rien à propos de l'histoire réelle parce qu'elles sont des fictions, ou que parce qu'elles sont des fictions au sujet de l'histoire, elles sont dépourvues de tropes et de discursivité? Leurs romans sont-ils moins vrais parce qu'ils sont fictionnels? Quelle histoire pourrait-elle être aussi vraie que ces romans sans utiliser le genre de trope poétique que l'on rencontre dans l'œuvre de Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, José Donoso et Julio Cortázar?